Parade de printemps, c'est sans doute l'un des moins connus du cycle. Et on aime bien passer aussi des films qui sont... alors, il y a des grands classiques là dans ce cycle, mais des films qui sont un peu moins connus, et notamment de ce réalisateur beaucoup moins connu, qui est Charles Walters, moins connu que Minelli, par exemple, que Vincente Minelli. Il est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui était d'abord danseur, qui a été ensuite un peu chorégraphe et un peu directeur de la danse dans certains films, hein, c'est-à-dire on prend le studio demande à un réalisateur de tourner spécifiquement les numéros dansés. Un réalisateur qui a une expérience de chorégraphe, de danseur lui-même. Donc il a fait ça pendant un certain temps, et puis ensuite il est passé lui-même à la réalisation, et on connaît finalement, il a quand même fait des grosses productions à la MGM, et il est assez peu connu. Alors il n'a pas une patte d'auteur, mais quand même ses films sont très intéressants, et celui-ci est aussi une sorte de curiosité, dans le sens où profitez-en, parce que c'est la seule fois où vous verrez ensemble à l'écran Fred Astaire et Judy Garland, deux énormes, immenses travailleurs de la comédie musicale, et voilà, c'est presque par accident qu'ils sont réunis dans ce film, puisque ce film devait à la MGM, apporté à la MGM par Irving Berlin, le parolier, donc qui lance une espèce de pratique qui avait un petit peu commencé, qui était de proposer en fait son catalogue de chansons au studio, pour que le studio bâtisse un film autour de ses chansons, puise comme ça dans son catalogue de chansons et fasse un film. La Fox refuse de faire ça en se disant c'est trop risqué, c'est compliqué, va falloir faire un puzzle, etc. La MGM le fait, et en fait c'est une formule qu'elle va refaire, et notamment quelques années plus tard, puisque là on est en 48, donc à peine 4 ans plus tard, la MGM le refait avec Chantons sous la pluie, hein, c'est-à-dire de puiser dans le répertoire d'un compositeur, un répertoire déjà existant, et en même temps de commander des nouvelles chansons aussi pour le film. Donc on complète selon le scénario du film avec des nouvelles chansons faites par la même personne, et c'est une formule très très intéressante, parce que les gens reconnaissent à la fois des tubes, des chansons qu'ils connaissent depuis 20 ans, et en même temps il y a des chansons appropriées aux situations, hein, ce qu'on appelle le musical, the integrated musical, la comédie musicale intégrée, où évidemment il faut quand même qu'il y ait un lien entre ce qui se passe dans le scénario, le dialogue, et le numéro lui-même, et on va voir ici comment. Donc je disais, je ne vais pas du tout vous redire qui est Judy Garland et qui est Fred Astaire, juste je situe dans leur parcours ce moment du film de 1948. Je disais par accident parce que le film devait être avec Gene Kelly. Et Gene Kelly se casse la cheville en pratiquant, alors il y a diverses versions, mais en tout cas un sport, et je pense que c'est vrai, c'est pas pour ne pas faire le film, et c'est lui-même qui va conseiller à la MGM d'appeler Fred Astaire, qui était quasi retraité à ce moment-là. Il avait pris sa retraite un peu officiellement en 47, et puis on vient le rechercher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce film, qui sera un succès, c'est 10 ans de collaboration avec la MGM qui s'ouvre, et donc toute une partie de son œuvre où il est plus âgé, il a presque 50 ans, mais où il va faire des chefs-d'œuvre, enfin notamment comme Tous en scène qu'on présentera ici. Judy Garland, tout le monde veut travailler avec Judy Garland à ce moment-là, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout à la retraite, et pourtant c'est quelqu'un qui est déjà presque à la fin de sa carrière à l'écran, qui est à la fin de son contrat finalement avec la MGM. Elle va très vite faire son tour de chant et donc quitter les studios, je crois en 51. Et puis elle est à un point d'usure, parce que vous savez qu'elle a commencé sous contrat à 13 ans, qu'elle a été abîmée par l'usage des amphétamines et des barbituriques pour dormir. Donc amphétamines pour pouvoir travailler plus longtemps. Les adolescents du studio MGM étaient bourrés d'amphétamines, et puis ensuite le soir il fallait se coucher tôt, donc on prenait des amphétamines, et donc elle est déjà très, très abîmée par ce régime. Et elle sort du Pirate, le film de Vincente Minelli, qui est son mari depuis 1945, et elle fait une première
tentative de suicide, et elle fait quand même ensuite la préparation de ce film-ci. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est à la fois jeune, beaucoup plus jeune, il y a une grande différence d'âge entre elle et Fred Astaire, et en même temps qui est déjà une routière de la comédie musicale et de ce système très dur quand même des studios. Voilà, c'était juste pour situer la jeunesse du film, et puis ensuite je vous laisse voir ses couleurs, l'endroit où il est situé, le New York des années 10, et bien sûr la façon dont les numéros chantés et dansés s'intègrent, et j'espère que vous resterez après pour qu'on en parle un peu et que je vous montre aussi un ou deux autres extraits. Voilà, bon film. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient là la dernière fois, quand on a montré le premier film de ce cycle, qui était le film de Busby Berkeley, 42e rue, puisque là on parle de la 5e avenue. Il y a un contraste assez fort. Il y a évidemment beaucoup d'années qui séparent les deux films, mais ce qui a motivé ce choix de ce film de ce soir, c'est aussi par contraste avec les films de Busby Berkeley, qui sont des films du studio Warner, et dont vous vous souvenez, si vous avez vu soit celui-ci, soit d'autres, qu'on allait... Que les thématiques, ce sont des thématiques de films de coulisses, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent pour le music-hall, qui font un spectacle aussi, donc comme dans celui-ci. Mais si vous vous souvenez, en suivant la façon dont Busby Berkeley fait ses chorégraphies, etc., on s'aperçoit que les films parlent beaucoup de la société, qui parlent beaucoup de la façon dont on travaille, qu'il y a presque une sorte d'allégorie du travail, voire du travail vraiment des ouvriers dans ces films, et qu'il y a une dimension sociale dans les films Warner, y compris donc ces comédies musicales extravagantes avec des costumes extravagants et des numéros chorégraphiés de manière extravagante de Busby Berkeley. Et là, j'avais envie, avec un film comme celui-ci, de montrer qu'on passe à toute autre chose, en tout cas, nous, d'explorer cette partie-là, alors bien sûr en couleur, donc ça change aussi beaucoup de choses, la couleur, et on va y revenir, mais il me semble aussi que dans le mouvement général de ce type de film-ci, c'est-à-dire là on est après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et dans la couleur, et dans un, disons, un âge d'or plus maîtrisé sur tout ce qui est différents chefs de poste à l'intérieur des studios, et singulièrement à la MGM, qui est un beaucoup plus gros studio que la Warner. Et j'avais envie qu'on entre dans la MGM parce que là, on a l'impression qu'on rentre dans les matières des costumes, dans le détail presque des numéros. Les numéros sont plus longs, ils se retiennent plus à l'oreille d'une certaine façon. On entend l'écriture musicale, on voit les chorégraphies nous semblent plus détaillées. Il y a une façon de filmer qui fait que ces films sont d'ailleurs plus longs en général. Et on a l'impression d'être à l'intérieur, si on peut dire, de la comédie musicale, qu'on n'est pas dans une intrigue de spectacle pour au fond penser à la société, à ses résonances, à ce qui s'est passé pendant la Grande Dépression et pendant les années qui suivent. On est ailleurs, on est vraiment à l'intérieur du spectacle, on pourrait dire, à l'intérieur de sa matérialité. Et c'est ce qui me plaît dans les films qu'on va voir dans les 3-4 prochaine séance, c'est-à-dire que il y a presque trop d'informations visuelles, sonores, gestuelles, chromatiques dans ces films, et c'est ça que je trouve d'une intensité particulière, même si les intrigues peuvent paraître je ne sais pas, mièvre, ou ça, ce sera à vous de me dire. Et il me semble pourtant qu'on n'arrête pas dans un film comme celui-ci un mouvement en fait assez subtil, plus complexe qu'il n'y paraît, d'osciller entre être dans le spectacle et chercher son dehors d'une certaine façon, vouloir en sortir, vouloir écarter toute la virtuosité du spectacle rendu possible par le fait que ce soit un film riche, que ce soit un film du plus grand studio qui a les meilleurs chefs de poste, et écarter tout ça et raconter dans une intrigue le fait de revenir à quelque chose qui soit plus vital, plus naturel, et donc aussi revenir écarter l'intrigue professionnelle. Hein. Vous voyez que revient toujours dans le film cette idée du business. Hein. C'est le métier, ce sont les affaires. Et ce que cherche le personnage joué par Judy Garland, c'est évidemment c'est l'amour derrière tout ça. Donc, schéma, on pourrait dire habituel, mais quand même
très singulier si vous pensez au film qu'on a montré auparavant de Busby Berkeley, où on a l'impression qu'il y a une difficulté à identifier véritablement des personnages. On ne rentre pas à l'intérieur des émotions des personnages. Là, le numéro, y compris le numéro chanté et dansé, touche à une matière vivante et émotionnelle en même temps qu'elle utilise des choses très extérieures. Donc, une gestuelle très travaillée, une technique vocale bien sûr pour Judy Garland, une technique chorégraphique en particulier pour Fred Astaire, et puis les costumes, les décors qui sont d'une précision, qui sont d'une profusion assez extraordinaire. On pourrait par exemple suivre simplement les occurrences de la couleur rose, comme ça, des touches de couleur rose. L'une des premières étant le costume que porte Judy Garland quand elle est dans ce bar chez Pastini's au début, et qu'elle est une petite danseuse de cabaret avec les autres, et que là, Charles Walters, le réalisateur, s'amuse à la faire d'abord apparaître en arrière-plan, donc un peu flou, et dans le dos de Fred Astaire qui se retourne à peine et qui dit de toute façon... Qui nomme cette petite troupe rose et qui dit n'importe laquelle, je prends n'importe laquelle et j'en fais une star. Ce sera un pari similaire qu'il y a dans My Fair Lady, qu'on va montrer plus tard, comment faire d'une jeune femme une femme de la haute société, ou dans ce cas-là du métier. C'est un peu l'espèce d'intrigue à la Pygmalion qu'il y a dans plusieurs comédies musicales et qui justifie aussi cette différence d'âge assez choquante, assez marquée en tout cas dans beaucoup de ces films. Alors, pour ne pas faire un tunnel de parole, je voudrais avoir un petit peu vos retours, parce que je doute que beaucoup d'entre vous l'aient vu auparavant, ce film. Mais si je me trompe, dites-moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous le connaissiez? Et oui, il y a une personne ou deux qui l'avait vu. Voilà, alors oui, effectivement, du point de vue de la mise en scène des numéros, et il y en a beaucoup, où là on parle en particulier des numéros dansés, ou chantés plus dansés, ce que vous dites, c'est qu'il y a moins de recherche purement, strictement cinématographique, c'est-à-dire avec les moyens propres du cinéma, chose effectivement que Busby Berkeley a apporté de manière frappante, extraordinaire, avec ses plans zénithaux entièrement au-dessus des danseurs qui font qu'on n'a même plus de corps. Enfin, le corps devient autre chose et fait partie soit d'un ensemble un peu militaire, soit de quelque chose de beaucoup plus géométrique et organique. Et donc, tous ces jeux, disons, cette exploration de la mobilité de la caméra semble effectivement amoindrie dans ce film-ci, ou dans ce type de film-ci. Alors oui, oui, mais j'espère défendre ce choix. Il est d'abord un choix qui est un choix de Fred Astaire, qui n'est pas réalisateur, mais qui impose beaucoup de choses, notamment la taille aussi de ses partenaires. Vous aurez remarqué que Ann Miller, qui joue Nadine, est en chaussures plates quand elle danse avec lui, parce qu'il faisait 1m70, je crois, et qu'il ne fallait absolument pas dépasser sa taille. Bon. Donc il impose des choses, et surtout son grand credo de danseur, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait le moins de coupes possible, mais il y en a quand même des coupes, c'est pas des plans séquences stricts. Et puis il faut bien sûr pouvoir voir le mouvement en complet, donc les danseurs en pied, comme vous le disiez. Mais en réalité, ça forme autre chose. Enfin, il me semble que ces choix de mise en scène... Alors, il y a des exceptions, et il y a notamment une exception, bien sûr, quand il y a ce numéro où il est au ralenti, avec cette transparence derrière, où les autres danseurs, on voit bien qu'ils sont un peu plus flous tout à coup. Donc c'est aussi ça, la qualité de la projection numérique fait qu'on voit des trucages qu'on aurait peut-être, qui se seraient fondus dans une projection 35 mm. Mais donc, avec cet usage du ralenti assez extraordinaire, là oui, là il y a un usage des moyens propres du cinéma. Il est impossible que sur scène, évidemment, il ait fait ça, et pourtant, dans le film, elle est en train de le regarder sur scène. Donc là, oui. Mais c'est vrai que c'est pas l'objet, d'une certaine façon. Si l'objet n'est pas de véritablement expérimenter uniquement avec les moyens propres au cinéma, par opposition à la scène, au fond, c'est parce que
le but est d'intégrer le musique, de créer une comédie musicale justement intégrée. C'est-à-dire qu'on va vers cette idée que les numéros, même quand il y a une intrigue de film de coulisses, même quand les numéros sont des numéros faits par des personnages qui sont des professionnels, des gens du métier, eh bien, il va y avoir une forme de questionnement et de réponse apportée à la façon dont on va glisser, tomber dans le numéro, de manière justement fluide au sens, pas forcément au sens narratif, mais en tout cas au sens général de ce que nous, spectateurs, percevons. Je ne sais pas si je suis assez claire. Donc, ce n'est pas parce que les numéros... c'est une répétition, ou bien le numéro où il lui apprend la danse, ou bien celui où on passe du piano mécanique à un autre plus tard, où elle va jouer elle-même la chanson au piano. Voilà, tous ces moments ne sont pas des glissements imperceptibles. On a bien conscience que quelque chose, ce sont des professionnels qui répètent, et pourtant, dans la forme, il y a une fluidité, il y a quelque chose de cousu, qui est ce que recherche cette forme-là de comédie musicale, et même assez singulièrement Fred Astaire lui-même, puisqu'il a lui-même réfléchi à ça, c'est-à-dire cette idée qu'il ne voulait plus, lui il vient des années 30, parce que ce qu'on ne vous a pas montré entre-temps évidemment, l'ellipse d'une vingtaine d'années entre le film par lequel on a commencé et puis celui-ci, il y a eu les films RKO qui ont vu naître le couple Fred Astaire, Ginger Rogers. Il y a ça, il y a ce chaînon manquant. Alors, qu'on ne vous montre pas parce qu'on ne peut pas pour des questions de droit, ils ne sont pas trouvables, mais ils sont trouvables par contre en DVD, et puis on présume aussi qu'ils sont plus connus, que c'est un couple qu'on connaît, auquel on a accès. Mais malgré tout, c'est important de le connaître, parce qu'il y a même une parodie de ce couple-là, bien sûr, vous l'aurez reconnu. Quand on pourrait penser qu'il s'agit de deux, Nadine et lui, qu'il s'agit de ce couple préexistant. Et puis, d'autre part, la robe bleue qu'elle porte quand ils font leur premier numéro de danse, entre guillemets, de salon, sur scène, dans ce petit cabaret où les fleurs ont en fait été commandées par lui, on reconnaît un type même de costume en mousseline et en plumes de cygne. On voit exprès tous les petits morceaux de plumes de cygne qui tombent parce qu'elle est très très maladroite quand elle danse. On pense évidemment à Ginger Rogers, et c'est volontaire. Donc il y a eu tout ça, il y a eu toutes ces années, disons milieu des années 30, 34, 35, 36, 37, où il y a eu tous ces films faits par le couple Fred Astaire, Ginger Rogers. Et là, on est à une autre période. On est à une période, je l'ai dit, il a pris sa retraite, et puis il revient en couleur, et il revient plus âgé. Donc tout ça est aussi, voilà, c'est aussi une transformation. On peut préférer une forme de primitivisme expérimentateur qu'il y a dans les films beaucoup plus secs de Busby Berkeley et de la Warner. Mais en tout cas, je trouve aussi intéressant cette forme beaucoup plus dépliée, plus longue, qui peut créer une forme d'ennui, mais quand même avec tellement de choses à voir dans le chant et à écouter que c'est une autre occupation à laquelle on est appelé. Est-ce que vous... Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce que vous avez tous ressenti cette espèce de longueur des numéros? Ouais. Alors, c'est bon, le micro remarche. Ah, ça y est, il marche. Le micro marche. Merci. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, c'est ce qui m'a vraiment passionné dans le film, c'est ce côté... en fait, c'est plein de frictions, c'est-à-dire de choses qui sont un peu râpeuses et peut-être par moments un peu désagréables, à la fois à l'œil et à l'oreille, et en même temps, il y a cette impression de, comme tu disais, de fluidité incroyable. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas ennuyé une seule seconde. Et j'ai eu l'impression... Qu'est-ce que tu entends par friction et choses désagréables? En fait, je vais venir, c'est-à-dire, je pense que c'est un film qui prend très au sérieux la question de l'élégance et de la beauté, notamment dans la mise en scène du corps en comédie musicale, puisqu'on part un peu d'une image de femme pantin qui après est incarnée très tôt dans le film par Anne Miller, pour arriver ensuite au personnage de Judy Garland qui est beaucoup plus maladroit et avec un physique un peu plus compliqué, on va dire. Enfin, c'est thématisé, j'ai l'impression, par le film aussi.
Et en fait, plus le film avance, plus les deux pôles, on va dire, sont revalorisés d'une façon intéressante. Donc la femme pantin, Ann Miller, on va dire, devient presque une icône figée de papier glacé, quoi, qui est représentée par tout le numéro musical autour de la cover girl. Et Judy Garland, on va dire, devient une incarnation de la beauté par son nature elle-même, qui peut parfois être synonyme de maladresse, en fait. Oui, parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre dans le film qui se mène entre le Ziegfeld, le musical chic, cher, dispendieux et on pourrait dire bien dansé de la danse de salon. Et même quand elle est toute seule, finalement, c'est une variation. Et j'aime beaucoup Ann Miller, elle est très très bonne en claquettes. Elle et Eleanor Powell, c'est des très bonnes danseuses de claquettes. Et d'ailleurs, Ann Miller, si vous avez vu Mulholland Drive, beaucoup plus tard, elle joue le personnage de Coco. Bon, c'est une note en bas de page, mais c'est assez saisissant de retrouver des acteurs du Hollywood classique dans des films récents. Mais effectivement, il y a cette guerre entre ce type de musical et quelque chose qui serait plus composite, qui n'est pas seulement un type particulier de musical, mais qui comprend en tout cas le vaudeville, avec ce numéro Walking Up the Avenue où ils sont en clochard. Et où on reconnaît des figures du musical américain qu'on a vu dans d'autres films et qu'on verra dans d'autres films, dans Une étoile aînée, et qu'on voit aussi dans Chantons sous la pluie, par exemple, avec le violon. Donc, c'est-à-dire un mode de musical beaucoup plus populaire. Et la guerre est menée dans le film, et en même temps, je pense que c'est aussi ce que tu veux dire, elle est beaucoup plus subtile que simplement une opposition, et c'est la fille naturelle qui va gagner. C'est beaucoup plus intéressant que ça, et beaucoup plus embrassant que ça. C'est-à-dire qu'il arrive à récupérer tout. Le film s'appelle, je ne l'ai pas spécifié parce que je voulais vous laisser quand même découvrir ce que c'était que cette parade de printemps. Ça fait référence à quelque chose de particulier, mais qui existe encore à New York, qui est cette parade du dimanche de Pâques dans les rues de New York, et qui est... mais je reviens à ce que tu dis, c'est une digression, mais qui prend en compte ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que la comédie musicale, au fond, c'est une parade. C'est une sorte de... La parade qui existe encore de Pâques... et une sorte de métonymie de ce que c'est en un sens qu'une comédie musicale de coulisses, à savoir une revue au fond, un passage en revue de numéros, un passage en revue de corps devant la caméra qui font des gestes, qui portent des costumes, qui bougent d'une certaine façon, qui chantent et voilà, et qui défilent devant nous, spectateurs immobiles sur notre siège. Donc il y a un rapport entre une parade et un film musical. Bon, ça c'est la parade de New York, là on est en 1912, c'est aussi un lieu social où la haute société de la 5e avenue montre ses habits neufs, sans dimanche, et prend cette tradition beaucoup plus ancienne du chapeau, du Easter bonnet, du chapeau où on met des petites choses, des œufs, des choses de printemps, des choses de renaissance, tradition chrétienne, et le transforme en Fashion Week, avec ce qui est dit à la fin, puisque le film s'ouvre et se clôt, vous l'aurez remarqué sur la parade de printemps, à savoir, il y a des photographes et tu seras dans la rotogravure, c'est-à-dire tu seras dans le supplément du journal, qui existait effectivement. Donc voilà, c'est important qu'il y ait cette dimension à l'intérieur du film, de parade et de luxe, de dépense. Il y a quelque chose de non seulement virtuose dans la façon dont c'est fait, dans les répétitions, dans la précision des gestes, mais aussi de vraiment dispendieux dans tout ça. Et on se dit, ben voilà, ils vont mettre Judy Garland, et comme elle a les dents un peu tordues, que Louis B. Mayer, cet horrible Louis B. Mayer de la MGM l'appelle la petite bossue quand même, The Little Hunchback. Voilà, elle a un physique que la MGM ne cesse de le lui reprocher, tout en utilisant, en pressant le citron et en utilisant cette star depuis Le Magicien d'Oz. Donc c'est très bizarre. À la fois, elle sort du lot par ce physique, et à la fois, et c'est vrai même pour nous spectateurs, il y a quelque chose d'asymétrique, de sans âge. Alors j'ai calculé, comme elle est née en 22 et qu'on est en 48, elle a seulement 26 ans. Or, on a l'impression qu'elle pourrait en avoir
beaucoup plus ou d'une certaine façon beaucoup moins, parce qu'il y a quelque chose de très, très enfantin. Voilà, c'est inassignable. Et donc, il y a tout ça à l'intérieur. Donc, elle est à la fois opposée au style, à la chorégraphie, Ziegfeld, cabaret très chic, et en même temps, elle y accède d'une certaine façon. Les robes qu'elle porte, qui sont dessinées par Irène, sont magnifiques. On se souvient des drapés, des volants derrière, etc. Et lui vont très bien, et c'est pas parodique, sauf dans le numéro où effectivement elle porte la robe bleue à la Ginger Rogers. Donc il s'agit presque, on pourrait dire, de jouer sur les deux tableaux, de rafler la mise, à la fois en proposant une critique du musical haute société qui ne tâche pas finalement et qui reste sur scène, qui peut ennuyer parce qu'il est à distance, et en même temps, malgré tout, de le montrer dans une forme d'accomplissement. Parce que le numéro, ça y est, dont le titre m'échappe, mais Shake It, voilà, c'est traduit d'ailleurs par tirer un trait. Bon voilà, on fait ce qu'on peut pour traduire les choses des numéros, mais où Ann Miller est en jaune et noir. Alors là, il y a des mouvements de caméra, hein, la caméra est mobile, et il y a une forme de perfection, à la fois chorégraphique, des mouvements de caméra, des costumes. Donc il ne s'agit pas de rejeter complètement ça, il s'agit d'une certaine façon de l'intégrer tout en le critiquant à l'intérieur du récit et en allant vers un cœur émotionnel, oui, de l'histoire d'amour qui est du côté, effectivement, du côté de la jeune femme qui n'arrête pas de se battre contre un traitement uniquement business, hein, puisque dans la première scène où ils répètent ensemble, vous vous souvenez, c'est presque comique, il lui dit approche-toi encore plus, on a l'impression qu'ils vont s'embrasser, puis il dit allez, pause déjeuner, et voilà, et elle reste toute seule. Donc c'est effectivement à la fois la virtuosité, une forme de perfection qu'on recherche, nous, dans ces comédies musicales de l'âge d'or, et à la fois, on pourrait dire, un boitement, quelque chose qui n'est pas tout à fait parfait, et dont on jubile d'une certaine façon, je crois, qu'il ne le soit pas, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres... Je trouve que ce film, c'est vrai qu'il est assez étonnant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en comédie musicale, mais il y a deux scènes, rien que pour ces deux-là, qui fait que ça vaut le déplacement. C'est la première dans le magasin de jouets, qui est magnifique, et puis la salade. Oui. Jules Munchin, effectivement, et puis avec cette petite touche aussi de jeu sur le mot gay, hein, puisque à la fin, il dit, quand il pleure justement, il dit elle est gay, qui veut dire joyeux, mais en même temps qui est une allusion déjà au mot gay. Et d'ailleurs, Charles Walter était homosexuel. C'est pas rien, parce qu'il y a tout à Hollywood toute une sorte d'allusions cryptées à l'homosexualité distillée par beaucoup d'auteurs homosexuels. Mais en tout cas, effectivement, cette scène quasiment de pantomime qui fait penser à Charlot, comme d'autres aspects du film d'ailleurs, ça vous a pas... Oui, mais c'est aussi l'époque, parce que quand le personnage joué par Peter Lawford, qui est le fils de famille, c'est quand même très drôle, le décor de son bureau, enfin, c'est une caricature tout en bordeaux, avec les poignards derrière, bon, bref. Et quand il arrive avec sa voiture rouge et son manteau de fourrure, on pense à l'époque des Chaplin, parce que c'est cette époque-là, et on voit des hommes comme ça porter fourrure, bref. Donc il y a tout un jeu aussi sur ça, puisque c'est malgré tout un film entre guillemets en costume, à 35 ans près. Mais oui. Oui, puis il y a de beaux numéros de claquettes, effectivement le solo de, j'ai pas retenu le nom de Ann Miller est magnifique, vraiment très très beau. Et oui, puis Judy Garland rappelle bien justement qui a la danse, mais qu'elle aimerait aussi être considérée autrement comme l'objet. On sait bien que les danseurs sont les exécutants des chorégraphes, et
Et c'est assez touchant parce qu'elle le rappelle assez souvent finalement qu'elle a besoin d'être reconnue autrement qu'à travers ce rôle de danseuse. Elle dit « Je ne suis pas un accessoire. I'm tired of being a prop here ». Quand elle croit qu'il lui a donné rendez-vous uniquement pour répéter alors que c'est un dîner aux chandelles. Mais on pourrait dire qu'elle étant la voix extraordinaire, toujours cette espèce de disproportion qu'il y a entre son corps, le côté frêle ou jeune, juvénile de son corps, et la tessiture, en tout cas la qualité de la puissance vocale qu'elle a, font aussi que d'une certaine façon, le chant est du côté du sentiment, on pourrait dire, et la danse plus du côté de quelque chose de fabriqué ou d'objectivant ou de la parure. En tout cas, là, il est programmé comme ça dans ce film-là, puisqu'on l'a dit, le film commence pas seulement par la parade, c'est le jour de la parade de printemps, il commence par un défilé de mode littéral où, comme dans une boutique de modistes, on défile pour que lui achète un chapeau. Donc, c'est effectivement cette question de la femme porte-manteau, tu disais pantin, mais juste mannequin même, va faire l'objet est très très présente dans le film, avec l'écho, avec quand même ce numéro très très bizarre qui est The Girl from the Magazine Cover, donc c'est ce numéro avec ces tableaux vivants, où les couvertures de magazines s'animent, et qu'on va retrouver dans Chantons sous la pluie. Oui, dans Chantons sous la pluie, j'allais dire encore meilleur, d'une certaine façon, le travail sur les tableaux vivants. C'est-à-dire que clairement, l'inspiration vient de là, mais dans Chantons sous la pluie, on a il y a un jeu sur le fait que les mannequins ne peuvent pas s'empêcher de bouger quand même un peu, et que les plumes ou la fourrure, ça frémit. Tandis que là, c'est quand même, ça reste figé, c'est bien fait, mais voilà, il manque quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour nous dire que cette femme, effectivement, d'une certaine façon, correspond à quelque chose de figé, mais c'est moins émouvant que ce qui frémit dans Chantons sous la pluie. Alors, note en bas de page, donc Chantons sous la pluie, 3 ou 4 ans plus tard, quand même, cumule à non pas voler, mais à sédimenter beaucoup d'aspects que vous voyez déjà à l'œuvre ici. Pas seulement ça, mais d'autres aspects. Donc c'est vraiment un film qui sera synthétique d'une certaine façon, qui raconte aussi l'histoire du passage, bien sûr, au parlant, mais qui a fait son miel de beaucoup de choses, y compris de ce film, de ce Charles Walters, qui n'est pas si connu que le seront Gene Kelly et Stanley Donen par la suite, quand même. Rendons un peu. Et d'ailleurs, les femmes portent toutes la même robe, donc effectivement, elles sont des porte-manteaux, des chapeaux. Au début, elles sont des porte-chapeaux. Oui, des porte-chapeaux. Oui, parce que Pâques, c'est ça, c'est le Easter bonnet, c'est vraiment, chacun fait son chapeau, c'est ça, c'est le chapeau de Pâques. Donc il y a quelque chose bizarrement de folklorique, même si on est à la ville, c'est d'une certaine façon un musical folklorique. Il y a aussi cette opposition entre urbanité et le fait qu'elles viennent de la campagne, qu'elles viennent, en tout cas qu'elles chantent « Je suis du Michigan et je viens de la ferme », voilà. Qui sont aussi des oppositions à l'intérieur, de sous-genres à l'intérieur de la comédie musicale. Il y a le musical à la campagne, folklorique, par exemple, Seven Brides for Seven Brothers de Donen, les 7 femmes de Barberousse, oui, voilà. Ça, sur une famille de bûcherons, voilà. Donc c'est un sous-genre de la comédie musicale que d'exploiter une veine folklorique, mais là c'est très contenu à l'intérieur de New York, de même que dans Le Chant du Missouri, qui a lancé la carrière, disons, un peu plus adulte de Judy Garland en 1944, il y a aussi toute cette question d'être à New York ou être dans une plus petite ville, en l'occurrence Saint-Louis, dans le Missouri. Est-ce que vous voulez que je vous passe 2 extraits? Est-ce qu'on a le temps? Mais peut-être vous vouliez dire autre chose. Oui, je voulais juste dire que ce qui est curieux pour moi, en tout cas dans ce film, c'est qu'à la fois il a un côté très réjouissant, la couleur, les costumes, ça. Les lapins roses. Mais en même temps, moi j'ai comme si c'était un peu raté quand même. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui. Voilà. Oui, mais alors moi je suis assez d'accord de le récupérer, ce ratage, à l'intérieur de ce gauchissement, je ne trouve pas d'autres mots, qui heureusement que ça fait partie de la comédie musicale, ça.
ce boitement. Le fait qu'on voit, comme disait Barthes dans un texte, le mollet de la danseuse, d'une certaine façon. Alors on le voit peut-être un peu trop précisément, parce que comme je disais, la projection numérique, c'est extraordinaire quand même. Le détail qu'on voit. On voit trop. On voit la ligne là, derrière les bas, etc. C'est délicieux, et à la fois, on voit bien que c'est pas fait pour, d'une certaine façon. Il y a ça, et puis le côté mal fait, vous voulez peut-être dire dans l'histoire, le fait que A aime B, qui aime C, qui aime D, qui en fait aime A. Voilà, il y a quelque chose aussi d'insatisfaisant dans l'histoire d'amour, dans le sens où il y aura des morts, il y aura des gens qui seront laissés sur le côté dans ce non-abouchage, ce je t'aime moi non plus, un peu généralisé, sauf le couple principal. Mais moi, ça, j'aime bien. Par exemple, juste le numéro où elle est en vert, et où elle va toute seule au bar, et où ça y est, il n'y aura pas de seconde chance pour moi, et où c'est très beau la façon dont c'est filmé, elle baisse les yeux, elle baisse le regard, on voit plus que sa tête baissée. Ce qui est très beau aussi, je trouve, c'est qu'il y a une relance après cela, c'est-à-dire qu'elle va à l'hôtel, et en fait, heureusement, il l'attend dans le couloir de l'hôtel, et en fait, il lui dit qu'elle est la femme qu'il aime le plus au monde. Sauf que vous vous souvenez qu'en fait, au moment où elle ouvre la porte, c'est le chassé-croisé mélodramatique, mais joué sur un mode mineur, il est parti parce qu'il y a le house detective, qui était les gens qui avaient effectivement dans les grands hôtels, des espèces de flics privés qu'il y a dans les hôtels. On voit souvent ça dans le cinéma des années 30-40, qui l'a fait fuir. Et du coup, en fait, ce moment de solitude qu'on croyait effacé, ce moment de solitude désespéré de fond qu'elle touchait au bar et qu'on croyait effacé une fois qu'elle est revenue à l'hôtel, en fait se rejoue comme une deuxième fois, comme des espèces d'échos quand on jette un caillou, et elle ouvre la porte et il est déjà parti. Et on entend en off la musique du numéro qu'elle chantait quand elle chantait toute seule dans le bar. Donc il y a aussi cette mélancolie de manière délibérée qui nous donne cette impression de non-accomplissement et aussi de mode mineur, effectivement. Est-ce qu'on regarde les extraits? J'ai peur que ça nous sorte complètement du film. Oui. Une dernière question, oui. Oui, parce que j'ai peur que ça nous... Du coup, je vous rejoins sur la dramaturgie qui est quand même beaucoup mieux maîtrisée que ce qu'on a vu précédemment, et que je trouve plutôt, moi, qui m'a beaucoup plu. Après, effectivement, je me suis un peu ennuyé dans certains numéros, mais bon, c'est mon avis personnel. Mais dramaturgiquement, j'ai pris beaucoup de plaisir, et en plus, c'est tellement bien interprété qu'on y croit. Du coup, effectivement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'étais étonné, j'attendais un peu comme un peu clou du spectacle, un dernier numéro qui serait avec les deux, en fait, qui danseraient ensemble. Oui. Et en fait, autant on a effectivement, comme vous, j'ai adoré les deux, ce que vous disiez, là, le premier numéro dans le magasin de jouets qui est splendide. Oui. On attend un peu l'équivalent en fin de spectacle. Oui, et en fait, on attend le ballet final, en fait. C'est ça, puis il est tout seul. Oui. Alors on l'a effectivement, on a aussi une façon inversée, on le revoit avec Nadine, on les a rarement vus, voire je sais même plus, on les voit danser ensemble. Que là, on les voit danser ensemble, donc c'est aussi appréciable. Mais on attend un peu la revanche, on attend un peu l'humiliation, et puis en fait, elle n'aboutit pas. Oui, tout à fait. Et c'est étonnant. C'est très étonnant, et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est pas orthodoxe. On est pourtant dans des formules, dans un grand studio, etc. Il n'y a pas cette prétention au très très long ballet, sans doute parce que aussi c'est Judy Garland, et que moi je situe aussi plus et Fred Astaire, c'est-à-dire je situe presque plus Gene Kelly dans cette détermination à faire le long ballet comme il y a dans Un Américain à Paris, et qui va devenir une obligation véritablement. Il me semble que Fred Astaire n'a pas autant cette exigence du point de vue de la scansion des films et de ce point d'orgue. Je peux me tromper, mais et aussi je pense que ça laisse quelque chose en suspens, et ça la laisse, elle, le personnage de Judy Garland, presque du côté du chanté. C'est-à-dire que c'est pas dans la danse et dans la perfection chorégraphique qu'elle va accomplir une forme d'allégorie de l'amour physique, qui serait le moment de danse effectivement parfait, d'harmonie, etc., du couple. Et du coup, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un autre régime c'est presque à une sortie du spectacle. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on ne voit que des gens dont le métier est de faire du spectacle, et on est à l'intérieur et on s'y complaît d'une certaine façon, parce qu'on voit tous ces beaux
costumes, ses musiques, ses décors, ses instruments de musique, etc. Et en même temps, quel est le but dramaturgique? C'est d'en sortir pour former un couple qui se suffirait, au fond, qui se suffirait et qui ne serait pas un couple à la scène. Hein, toute sa lutte à elle, quand même, c'est de dire oui, oui, Pygmalion, mais en réalité, ce que je veux, c'est juste le type. Donc, je trouve ça aussi intéressant d'une certaine façon. Alors, peut-être moins intéressant pour le genre comédie musicale, mais quand même intéressant pour ce qui nous intéresse depuis qu'on a commencé le ciné-club ici, c'est-à-dire la comédie amoureuse, parce que derrière les comédies musicales, il y a la formation toujours d'un couple. Et je trouve intéressant que justement, il n'ait pas ce long moment de ballet pour consister. Ouais. Ouais. Et où il y aura effectivement pas de... Alors, il y a la parade. Il y a la parade qui est très rapide. On est presque... Ouais. Oui, mais parce que cette parade finale est une forme, j'allais dire, d'annulation de la parade du début. C'est-à-dire que la parade du début, c'est en quelque sorte une reconstitution historique de, effectivement, cette haute classe des alentours de Central Park qui montre ces beaux habits. Et d'ailleurs, les photos étaient prises, mais il y avait à l'époque des modistes qui suivaient la parade et qui dessinaient ce qu'ils voyaient pour le recopier et en faire des vêtements, disons, prêts à porter, enfin plus populaires. Donc il y avait vraiment cette dimension de haute société. Et le film ne veut pas juste revenir au statu quo du début en ayant élevé Judy Garland, bien sûr, c'est pas ça le but, c'est l'inverse d'une certaine façon. C'est-à-dire c'est de customiser sa parade. Non, c'est-à-dire cette fois-ci on défile, mais on défile en réalité par amour. On défile pas pour montrer ses habits, ça c'est l'extérieur. On sourit au photographe, mais c'est pas ça. C'est la vérité intime, l'émotion de l'amour qui est ressentie. Et ça, je trouve qu'il arrive à nous le montrer. On a eu la même parade à 1 an de différence, mais sauf qu'on est passé d'une forme d'extériorité, de jeu social, de moi social, de statut social, à une intériorité. Et ça, ce mouvement-là, c'est le mouvement même de la comédie musicale. C'est ce qu'elle recherche. C'est-à-dire avec que de l'extériorité, avec que des costumes, que des mouvements d'appareil, que des figurants, etc., nous faire ressentir quelque chose d'extrêmement intérieur, intime. Donc ça, c'est réussi, je trouve. Alors, je vous montre rapidement les 2 extraits. Je ne sais pas si c'est... Oui, on peut. Parce que 2 choses, et on peut les montrer à la suite. Le premier vient de Daddy Longlegs. Je ne sais pas s'il a un titre français, de Jean Negulesco, avec Leslie Caron. Encore une très, très, très grosse différence d'âge. Et Fred Astaire, donc en 55, donc 7 ans plus tard. Et c'est pour vous rappeler que Fred Astaire, et je suis d'accord, le numéro dans le magasin de jouets est assez extraordinaire dans Parade de printemps, pour vous rappeler que cette histoire de Fred Astaire avec la batterie, il était aussi batteur, et qu'au fond il est musicien, et que ça a commencé d'ailleurs en 1937 avec un film intéressant, Damsel in Distress, qui est aussi une comédie musicale, mais en noir et blanc, où il y a un numéro où il est à la batterie, et puis que ça continuera après Parade de printemps avec le numéro plus sobre que vous allez voir. Et puis le 2e numéro, c'est un numéro de claquettes. Donc voilà, c'est pas très long, et c'est des petits bonus. C'est pour vous engager à voir ce film, qui est aussi un film de Charles Walters, et qui est Entrons dans la danse, de Barclays of New York, et qui est en fait, donc c'est Charles Walters, le réalisateur de Easter Parade, qui a rassemblé à nouveau Ginger Rogers et Fred Astaire, qui a raconté dans une fiction l'histoire de la reformation de ce couple. Donc c'est à la fois une comédie musicale et une comédie de remariage, puisque dans l'histoire même, elle est devenue quelqu'un elle joue, c'est une actrice plus noble, enfin elle a quitté le music-hall, etc. Et puis en fait, on voit bien qu'elle va revenir aux claquettes avec lui et à une forme d'harmonie. Et je vous ai choisi ces 2 extraits aussi, il y a quand même un rapport entre les deux, pour l'idée très très simple, mais que j'ai peut-être dite il y a quelques années, mais qui me tient à cœur, que les claquettes sont un instrument de musique
en réalité, et qu'il y a énormément de rapports entre la batterie et les claquettes, et que Fred Astaire incarne aussi ça. C'est-à-dire qu'on parle de sa légèreté, sa grâce, etc., de l'agilité de ses jambes, mais il y a aussi cette dimension purement musicale, y compris dans sa danse, à travers les claquettes. Donc je voulais vous rappeler cette nature très particulière de la percussion que sont les claquettes. Voilà. Et donc je vous remercie de votre présence, de votre attention, de votre attention à d'autres films de Charles Walters, si vous avez l'occasion de vous les procurer par les moyens légaux, tous les moyens légaux possibles, parce que ce film Entrons dans la danse existe en DVD. Et je vous donne rendez-vous mi-décembre. Le 15. Le 15 décembre exactement, pour encore un autre très grand film, et qui est le premier film réalisé par Gene Kelly et Stanley Donen. Hein. C'est toujours Gene Kelly d'abord dans le crédit, parce qu'il a effectivement une plus grande part dans la réalisation, et qui est Un jour à New York, On the Town, tourné en partie en décor réel à New York. Donc voilà, on vient avec son marin sous le bras. Vous n'êtes pas venu avec un lapin rose, mais j'avais oublié de vous le dire la dernière fois. Et donc, merci de venir en costume la prochaine fois. Merci d'être resté tard. Bonne nuit.